Qu'est-ce que la PNL et comment intégrer les notions qui s'y rattachent pour créer une vie qui nous ressemble? Ce sont les questions que nous abordons pour cette émission d'Élémentaire. Pour cela, Marie-Monique et moi allons partager nos connaissances et expériences personnelles afin d'inspirer celles et ceux qui souhaitent en découvrir plus sur le sujet. Bonjour, je suis Marie-Monique, coach PNL et je suis passionnée par tout ce qui touche le bien-être humain, le mieux-être, le développement personnel et je vous accompagne. Bonjour, je suis Magali, pédagogue passionnée par le bien-être humain et cofondatrice de la microferme Willows Green Permaculture. Retrouvez Élémentaire, le balado qui connecte le bien-être à la nature. Chaque mois, nous tissons des liens entre le bien-être humain et la nature pour s'éveiller à la subtilité du monde vivant. L'objectif d'Élémentaire est d'inspirer une large communauté. Pour être informé de nos plus récentes publications, rendez-vous sur la page Facebook, Instagram et sur la chaîne YouTube d'Élémentaire. Si nos émissions vous inspirent, sentez-vous libre de les partager avec votre entourage. Marie-Monique, tu es coach en PNL, mais qu'est-ce que la PNL? Ah, la bonne question. Qu'est-ce que la PNL avec cet acronyme? Avant tout, je voudrais indiquer aussi que j'ai choisi d'intégrer la PNL dans mes activités personnelles et professionnelles. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit en introduction, je suis coach et la PNL ou la programmation neurolinguistique est une approche du développement personnel qui aide justement à mieux comprendre et transformer nos façons de penser, de communiquer et d'agir. Alors en bref, elle nous montre aussi comment notre cerveau, ce qu'on appelle la centrale neuro, et notre langage, c'est-à-dire la linguistique, et nos habitudes, tout ce qui est entré avec la programmation, tous ces systèmes-là interagissent ensemble et de cette façon, en comprenant comment est-ce qu'elles interagissent, on va arriver à justement à pouvoir les ajuster et pouvoir atteindre nos objectifs et nos réalisations. C'est-à-dire aussi, il y a une façon aussi de s'assurer que nos relations avec les gens, avec notre environnement, etc. Et nos comportements, on peut les modeler de façon à atteindre un bien-être global dans la vie de tous les jours. Excellent, Voilà. Marie-Monique. Puis je me permets un petit peu d'improviser sur ce que tu viens de dire et de compléter. J'ai l'impression que ce que tu es en train de me décrire, on pourrait le transposer avec une image d'un paysage de nature où on voit un arbre, des plantes, des buissons, des animaux, des insectes. Et en fin de compte, tous ces éléments qui sont dans cet environnement participent à l'équilibre de cet environnement. Donc, ça veut dire qu'on pourrait transposer ça au corps humain. Oui, tout à fait, Magali. C'est beau les métaphores. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la PNL. Et aussi notre cerveau, il comprend très bien en fait les symboles. On apprend beaucoup avec ça. Et ton symbole de la nature, c'est tout à fait approprié. Et je t'avoue aussi que la PNL, c'est une approche qui a beaucoup de symboles. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le symbole, en fait, l'outil qui le symbolise, c'est une pyramide, ce qu'on appelle la pyramide démiurgique. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Bon, excellent. Moi, j'ai hâte de comprendre c'est quoi la pyramide de niveau logique. Alors, je te laisse la parole, Marie-Monique. Alors, la pyramide nivologique, selon la PNL, l'être humain est un personnage qui est un peu plus logique qu'on ne le pense. Et nos valeurs, nos comportements et même notre identité sont organisés en plusieurs niveaux logiques qui s'influencent les uns les autres. Alors, l'idée, c'est que pour chaque difficulté qu'on vit, la solution se trouve souvent au même niveau que le problème. Alors, une personnalité qui a travaillé à développer la PNL, qui s'appelle Robert Dilts, lui s'est inspiré des travaux d'un certain Gregory Bateson et c'est de cette façon qu'il a déterminé qu'il y avait 6 niveaux logiques dans une pyramide. Alors, imaginez cette pyramide avec la pointe au début. Alors, à la base, c'est-à-dire, c'est là qu'on retrouve le premier niveau. Et au premier niveau, c'est l'environnement. Et plus on monte dans la couche de la pyramide, il y a les comportements. Par la suite, il y a les capacités. L'autre, ce sont les croyances et les valeurs. L'identité vient s'ajouter et tout au haut de la pyramide, c'est finalement la spiritualité. Alors, c'est un outil qui est assez simple, mais cet outil nous aide à comprendre, par exemple, où se situe un blocage et à quel niveau on doit agir pour qu'il y ait un changement durable. Et aujourd'hui, on va vraiment parler du premier niveau qui est l'environnement. Et l'environnement, en gros, c'est tout ce qui nous entoure. Magali, dans ton environnement, ta maison, les gens, les lieux,
les événements, les situations, on met ça au premier niveau de l'environnement. Et cet environnement va influencer nos actions et nos réactions et aussi nos choix. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même du pouvoir. On a du pouvoir sur notre environnement, par exemple. On peut choisir qui va faire partie de nos relations. On peut aussi décider de changer de cadre ou on peut aussi créer un milieu un peu plus favorable si notre environnement ne nous fait pas du bien. C'est aussi dans l'environnement où on va trouver les idées qui vont prendre vie. Et aussi, on le sait, toi, tu es dans un environnement avec la nature, c'est connecté, ben, tout est interconnecté. Et par exemple, si je change, je transpose vers un milieu de travail, par exemple, ben, ça sera aussi la même chose. Il y a les espaces, il y a la culture de l'organisation et il y a la communication interne à l'intérieur de l'organisation. Alors, en résumé, l'environnement va répondre aux questions où et quand on agit pour atteindre nos objectifs. Donc, si je transpose ça tout simplement un petit peu au niveau du citoyen lambda, par exemple, comme moi, ça signifierait que au travers de mes émotions, je ressens l'influence de l'environnement et pour répondre à cette influence de l'environnement, j'utilise mon libre arbitre pour décider qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me va ou qu'est-ce qui ne me va pas. Est-ce que ça pourrait se traduire comme ça? Oui, en quelque sorte. Par contre, il y a l'influence. Hein, on est influencé par toutes ces choses-là. Oui, ton libre arbitre, mais en même temps, c'est de te poser la question jusqu'à quel point est-ce que cet environnement va influencer tes propres décisions. Et ta force, le pouvoir que tu as, c'est les choix. Mais des fois, ces choix-là, ils peuvent être, ils peuvent être un petit peu plus difficiles pour toi de prendre, tout dépendamment de la décision que tu veux. Est-ce que tu veux plaire? Est-ce que, par exemple, ta famille, par exemple, si tu veux faire quelque chose et que ta famille n'est pas d'accord, ben, ça va influencer ton choix. Est-ce que tu vas laisser tomber ta famille pour accéder au choix que tu désires? Alors, il y a plusieurs réflexions que tu vas devoir faire avant de décider de la décision qui convient le mieux. Alors, la PNL aussi dit que tous les choix que tu fais, c'est le meilleur choix pour toi. Élémentaire, le balado qui connecte le bien-être humain à la nature. Excellent, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, Marie-Monique, et c'est tellement important parce que parfois on prend des décisions à un niveau, mais souvent on est influencé par différents niveaux sous-jacents qu'on ne voit pas. Et une fois qu'on a pu identifier les différents niveaux décisionnels pour nous et au niveau de nos ressentis, cela peut peut-être améliorer notre quotidien. Ça me permet de rebondir un peu sur la question suivante. Si on peut faire un parallèle, l'environnement pourrait être représenté comme un arbre, n'est-ce pas? D'autant plus que nous sommes au mois de novembre, un mois qui est sombre et où il y a moins de lumière. Que pouvons-nous faire pour mieux vivre ce mois si nous vivons dans un pays du Nord? Parce que si on est dans la Caraïbe, c'est pas pareil. En tout cas, que pouvons-nous faire pour mieux aborder ce mois de novembre? Oui, en effet, le mois de novembre, on entend beaucoup de choses sur le mois de novembre. On dit que c'est un mois où, bon, on s'en rend compte, hein, les gens du Nord, ben, l'ensoleillement est moins présent ou les effets du soleil sont moins forts et il y a un peu la déprime qui s'installe parce que l'environnement change. L'environnement est sombre. Et si on regarde un arbre, ben, j'aime beaucoup les arbres. Faire le parallèle avec l'arbre parce que l'arbre, il est en mesure de passer au travers de tous les cycles de saison. Et l'arbre tient encore debout. Alors, c'est tout à fait le meilleur parallèle qu'on peut faire. Et quand on observe l'arbre, il y a des choses aussi qu'on voit. Il y a des arbres où certaines racines sont à l'extérieur, mais il y a quand même des racines à l'intérieur qu'on ne voit pas. Alors, et l'arbre se tient debout, peu importe les saisons. Ça, c'est tout à fait impressionnant. Et pour qu'il se tienne debout, ça prend quand même des ancrages, des bons ancrages. Parce que si l'arbre est malade, ben, on comprend que ça va affecter sa longévité aussi. Oui. Ça va affecter plusieurs choses, son apparence. Ça va affecter, on va le voir sur son tronc, on va le voir sur ses feuilles, sur ses branches, etc. Et
En fait, l'environnement, si on retourne à notre fameuse pyramide, alors le premier niveau, c'est de regarder ce qui nous entoure, qu'est-ce qui nous nourrit ou qu'est-ce qui nous épuise. Comme toi, Magali, avec ton travail, tu le sais très bien, il y a des choses tu vas t'épuiser et que tu arrives aussi à déterminer, ok, je vais m'arrêter parce que si je continue, bah, peut-être que j'aurai pas la force de faire autre chose. Tu arrives à préserver ton énergie. J'aime beaucoup ce que tu es en train de dire, Marie-Monique, parce que tu es en train de toucher un point qui pour moi, n'était pas spécialement évident parce que je suis une ancienne workaholic. Donc, ça veut dire que je pouvais travailler des heures sans m'en rendre compte et je poussais donc mon corps physique à bout. Et mon corps physique est extrêmement intelligent, bien souvent bien plus que moi. Et donc, il m'arrêtait par des douleurs physiques, par différents types de maux. Et à ce moment-là, je décidais tout simplement de prendre une pause, mais j'étais presque forcée de le faire. Donc, par rapport à des personnes comme moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes sont comme moi. Est-ce que tu auras un petit mantra qui pourrait nous aider à doser notre énergie en fonction du climat, en fonction de l'ensoleillement pour le mois de novembre? Je voulais juste dire aussi, par rapport à novembre, ce qu'il faut se rappeler que c'est dans le sol que nos pensées et nos intentions prennent racine. Et la nature aussi du mois de novembre, ça nous appelle que c'est un temps de repos et de dépouillement. Alors, les âmes ont besoin de se régénérer. Oui, nous, les êtres humains, on a besoin de régénérer. On est tellement pris dans un système aussi où ce que le travail nous aspire. On a des pensées, on a des, on est submergé par toutes sortes de choses qui nous fait nous distraire et on se distrait de quoi? Au lieu de se retrouver à l'intérieur de nous et à penser à nous, à se recueillir, à trouver notre arbre intérieur. Alors, je t'invite à peut-être simplement prendre une petite pause de quelques secondes, peut-être fermer les yeux aussi, et on pourrait se dire ceci. En ce mois de novembre, je rends grâce à la nature qui m'enseigne l'art de me délester, de me décharger. Je nettoie, j'allège, je m'enracine. Je prépare en silence le terrain de mon renouveau. J'aime beaucoup ce mantra, Marie-Monique, parce qu'il symbolise tellement le cycle des saisons. Et je fais un parallèle avec nos vies humaines. Nous sommes pour la plupart euh, dans un système économique et nous suivons le rythme de système économique, mais pas un rythme humain. Et juste observer la nature et tenter de trouver un peu des pauses dans cet espace économique un peu déshumanisé, la nature nous amène ce miroir et nous entraîne un petit peu à la suivre quand on le peut, quand on le veut et selon les conditions. J'aime beaucoup ce mantra. Merci pour ce partage. Bonjour, j'écoute Élémentaire, le balado qui connecte le bien-être à la nature. Bonjour, c'est Alexandra. Élémentaire, le balado qui connecte le bien-être à la nature. Comme vous le savez, en tant que cofondatrice de la microferme Willows Green Permaculture, les jardins sont extrêmement importants pour nous. Ils nous permettent tout simplement de recréer un équilibre dans notre vie. Et du côté du jardin intérieur, Marie-Monique, quelles sont les activités qui t'ont aidé à prendre soin de toi et à croître? Oui, Magali, comme tu sais, hein, la terre qu'on va retourner avant l'hiver, ben, nous pouvons aussi entretenir notre propre jardin intérieur. Par exemple, faire le ménage dans nos pensées, ranger nos espaces, purifier nos énergies. Chaque geste devient un acte sacré de nettoyage et une façon de revenir à soi. Alors pour moi, je privilégie surtout les activités d'auto-soin, surtout les activités qui sont vraiment simples à faire. Par exemple, j'aime beaucoup observer les levées et les couchers du soleil.
Je trouve ça tellement magnifique. Si vous avez l'occasion de pouvoir le faire, je vous encourage à faire cela le plus possible. La marche aussi, j'aime beaucoup marcher dans un espace vert où il y a plein d'arbres. De cette façon, je me sens en connexion avec les arbres, je me sens vivante et ça me permet aussi de prendre toute cette conscience de leur force, d'être connectée. Et même en hiver, par exemple, quand il fait froid, même si je marche, oui, je vais avoir froid, je vais sentir le souffle du vent sur ma peau. Vraiment, je me dis, mais oui, je suis là, je suis vivante. Et ça me permet aussi d'activer tous mes sens. C'est important d'activer ses sens. Le sens de la vue, du goûter, du toucher, du ressenti. Essayez le plus possible de vous détacher des automatismes et de vous connecter à vos sens et de vous reconnecter, si ce n'est pas déjà fait, vous connecter à la nature. Et j'ai fait quelques recherches. Il y a plusieurs façons de prendre soin de soi. Et j'ai quelques suggestions pour vous. On t'écoute, j'ai hâte. C'est surtout les activités d'auto-soin, de croissance personnelle qui vont faire du bien à votre corps, qui vont faire du bien à l'esprit, au cœur et à l'âme. C'est vraiment ce que j'ai cherché, tout ce qui était accessible et simple. Par exemple, on va commencer par le corps. Alors, le corps, qu'est-ce qu'on veut faire avec le corps? C'est de revenir à soi par le mouvement et la sensation. Alors, l'objectif, ça va vous permettre de justement libérer des tensions, stimuler l'énergie vitale et ancrer votre présent. Comme activité, vous pouvez faire des marches conscientes. Quand on parle de marche consciente, c'est de marcher lentement, sans téléphone, sans musique, et juste de rester là et de sentir chaque pas. Des fois, moi, ce que je fais, je vais me dire droite-gauche pour commencer à marcher, pour que mon cerveau se rythme aussi au rythme de mes pas, droite-gauche, et par la suite, je les prononce plus, ça devient comme naturel et je sais, je suis vraiment ancrée dans les pas que je fais au sol. J'aime beaucoup ce que tu dis au niveau de la marche consciente, mais tu dis quelque chose que parfois on ne dit pas assez. Tu sais, souvent, quand on voit quelqu'un méditer, on voit la personne est assise. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que nous, les Occidentaux, la manière dont nous avons été éduqués, la méditation assise ne convient pas à tout le monde. Les Occidentaux, la meilleure façon de méditer, c'est d'être en mouvement, de marcher. Et la fameuse marche que tu disais, droite-gauche, ça s'appelle un équilibrage des hémisphères du cerveau. J'aime beaucoup ce que tu as proposé ici. Veux-tu nous parler maintenant d'une autre stratégie pour revenir un petit peu au corps? Pour le corps aussi, il y a l'étirement doux yoga, Magali, que tu connais très bien. La danse libre. La danse, ça c'est quelque chose que je fais aussi quand je fais la vaisselle. Je vais danser mon ménage, je vais danser en faisant du ménage. Et en plus, c'est une activité qui n'est pas tellement... c'est toujours à recommencer. Alors, j'en profite pour faire de la danse libre. Je chante, je danse et je bouge et mon ménage est fait. Et il y a aussi la respiration consciente. 7 minutes par jour, par exemple, il y a des personnes qui vont faire ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. C'est très facile, il y a des applications que vous pouvez trouver pour trouver comment faire, mais c'est assez simple à faire. Et vous pouvez le faire, vous vous installez à un endroit, vous restez 5 minutes et vous allez voir le bien que ça va vous faire pour le restant de la journée. Excellent! Au niveau du corps, automassage, c'est quelque chose que je crois qu'on oublie, de se toucher. Alors, se toucher, automassage de la nuque, du ventre, avec utiliser un peu d'huile essentielle. Des fois, on peut avoir un petit mal de tête et on dit tout de suite, on va aller prendre un comprimé. C'est pas tout de suite la meilleure chose. Je vous invite à essayer un automassage au début, avant de vous rabattre sur un comprimé. Vous allez voir qu'est-ce que ça va vous faire bien. Marie-Monique, vraiment l'automassage, j'appelle ça aussi l'automassage, les micro-massages. Cela m'a beaucoup aidé, compte tenu du fait que j'utilise énormément mon corps physique dans le cadre des activités en plein air à la microferme. J'ai eu ce qu'on appelle l'inflammation du canal carpien et ce sont les automassages qui m'ont aidé. Mais l'inflammation est revenue sur à peu près 1 an et demi.
et je m'en suis sortie en respectant plus mon corps à travers les automassages. Donc, je te remercie de ce partage et je crois aussi que le sommeil réparateur a des impacts, hein. Imaginez, vous avez la roue d'un vélo. Vous avez une roue, c'est le sommeil. Il y avait une autre roue, c'est l'alimentation. Si un des deux ne fonctionne pas, ben, vous êtes affecté. Le sommeil ne fonctionne pas, vous êtes affecté. Alors, le sommeil, c'est très simple. Vous pouvez établir un rituel avant de vous coucher. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'on disait 1 heure avant de vous coucher, vous pouvez couper tout ce qui est électronique et par exemple, vous installer dans votre lit, ça peut être de faire une petite méditation, lire un petit peu juste avant. C'est vraiment important de vous déconnecter des tumultes de la journée. Et le sommeil peut être réparateur le lendemain, d'avoir aussi un sommeil qui vous convient. Il y a des personnes qui ont besoin de 7 heures, il y en a qui ont besoin de 6 heures. D'une personne à l'autre, ça varie, mais vous allez le savoir le lendemain en vous levant, comment est-ce que vous vous réveillez, si vous vous réveillez reposé ou fatigué. Alors, vous allez savoir si c'était réparateur ou non. Quand le sommeil n'est pas là, ben c'est des parties de votre vie aussi que vous enlevez dans la longévité de votre vie. Je crois aussi que le fait de bouger, de boire de l'eau, cela peut nous aider, hein. Mais certainement, boire de l'eau, notre corps est fait d'eau, on est fait d'eau. Faut pas oublier de boire, ça c'est quelque chose. Je sais qu'il y a des personnes qui c'est difficile pour elles, n'aiment pas le goût de l'eau, ou l'eau goûte, on va dire, goûte rien. Mais c'est de trouver une petite stratégie, de rajouter un peu de quelques gouttes de jus de citron, juste des choses qui sont quand même naturelles pour pouvoir boire de l'eau le plus possible. On va vous dire peut-être 8 verres d'eau par jour, 2 litres. Ça varie, mais c'est certainement, ça va pas faire de tort si vous buvez de l'eau. Alors, Marie-Monique, je crois que tu as un autre point à aborder concernant l'esprit. Je vais te laisser rebondir là-dessus. Ben en fait, on veut apaiser le mental et clarifier ses pensées. Mais c'est important d'y penser parce qu'on a beaucoup de préoccupations, les gens qui nous entourent, les nouvelles qu'on reçoit, les nouvelles négatives à la télévision, qu'on écoute à la radio. Vous avez des possibilités aussi d'apaiser votre esprit. Par exemple, ce serait de ne pas écouter autant de nouvelles. Par exemple, une stratégie, ce serait peut-être juste d'avoir une source de nouvelles que vous regardez une fois de temps en temps. Mais il ne faut pas que votre temps soit complètement accaparé par les catastrophes qui viennent de partout. Alors, vous ne serez jamais apaisé. Alors, c'est de trouver des stratégies pour en avoir un peu moins, préserver votre esprit un peu moins. Comme activité, on parle de développer votre capacité aussi, votre présence, d'avoir un peu plus de lucidité et d'aller rechercher la paix intérieure. Ben, les meilleures choses qu'on a entendues, les bonnes pratiques, c'est la méditation. Par exemple, vous pouvez avoir une méditation qui peut être guidée ou pas. Une méditation de 5 à 10 minutes par jour, c'est tout à fait efficace. Si vous aimez écrire, vous pouvez aussi, ça serait d'avoir un journal et d'écrire quelques mots. Ça peut être des mots de gratitude aussi dans votre journal pour voir aussi qu'est-ce qui se passe dans votre esprit. Ça serait de prendre le journal et de noter des choses. Et à la fin de la semaine, vous pouvez revenir, regarder qu'est-ce qui vous a accaparé durant la semaine, comment vous étiez. Et puis ça va vous permettre aussi de faire des prises de conscience pour trouver des moyens où est-ce que votre esprit est plus préoccupé et d'aller travailler pour justement apaiser votre esprit. Vous pouvez, la détox digitale, comme je vous l'ai dit, de vous déconnecter 1 heure avant de vous coucher. C'est de commencer un petit peu, parce qu'il y a des personnes pour qui le cellulaire, par exemple, c'est leur main droite, c'est un prolongement. Alors, c'est difficile. Alors, c'est d'y aller vraiment petit à petit et une petite détox à la fois, puis à la fin, vous allez finir par vous rendre compte que vous n'avez pas besoin d'être aussi dépendant de ces outils. Cela affecte que ce soit les enfants, les adolescents, les adultes, et plusieurs personnes commencent à passer par ce qu'on appelle des petites périodes de détox du digital. C'est excellent. Donc, je crois aussi que parfois, des lectures, des visualisations ou le silence peuvent être importants. Peux-tu nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, tout à fait. La lecture, ben, c'est de trouver des livres qui vous inspirent, qui vous amènent aussi à explorer davantage la résilience,
la psychologie positive, par exemple, ou sur la pleine conscience. Moi, je fais de la visualisation créatrice. Je me suis même fait un tableau de visualisation pour imaginer ce à quoi je veux atteindre. Par exemple, c'est un objectif de remise en forme, quelque chose que je veux, un projet que je veux faire. Je vous encourage à le faire, c'est très simple. Vous pouvez même faire des dessins, du scrapbooking, par exemple. Le silence, ça c'est une autre chose aussi, j'ai remarqué. Le silence conscient, c'est pas évident parce qu'on dirait que les gens ont peur du silence et veulent toujours combler le silence, alors que le silence est apaisant. Et le silence, en fait, c'est ça. On reste dans le calme, sans rien faire, pendant au moins 5 minutes. C'est une façon de commencer à pratiquer le silence et vous allez voir à quel point ça vous fait du bien. Et parlant du silence, j'ai développé une petite technique, mais moi je la fais vraiment en conscience, mais en action aussi. Quand par exemple je suis dehors, donc pour les gens qui sont en ville, ou dans leur jardin, ou dans un lieu de la nature, ça dépend, ou même parfois en allant juste au travail, hein, dans l'autobus ou en marchant, je profite tout simplement de ne rien avoir dans les oreilles, de ne rien écouter, et de ne pas parler si je suis avec quelqu'un, mais je profite souvent de faire ça seule. Je ne parle pas et je me dis, bon, ben, aujourd'hui, je vais m'accorder à peu près 30 minutes de silence complet, même si j'ai du monde autour de moi, de façon juste à me faire du bien et à calmer mes pensées. J'appelle ça aussi les jeûnes de silence. Ce jour-là, j'avertis quand même ma famille que, ben, aujourd'hui, on va pas trop parler. Naturellement, vous faites pas ça une journée de travail, hein, vous faites ça un dimanche, un samedi, une soirée, et vous vous accordez 30 minutes totales de silence, même s'il y a du monde autour de vous, 1 heure, 2 heures, 4 heures, ou même parfois une journée. Ça dépend de chaque personne. Donc, je sais, Marie-Monique, que au niveau du cœur, au niveau de nos ressentis, c'est très important d'y rester connecté. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus? Oui, le cœur, l'amour, c'est aussi le siège des émotions. Alors, nourrir les émotions et nos relations. Et avec le cœur, c'est aussi d'aller cultiver de la douceur, de l'amour de soi et d'activer euh, des liens qui vont être vraiment solides, des bons liens. Il y a plusieurs façons de faire cela. Par exemple, des rituels de gratitude. Alors, on peut noter sur une feuille ou on peut se le dire à haute voix. 3 choses qu'on a appréciées. C'est simple. Et je rebondis sur les rituels de gratitude parce que je me rappelle une période de ma vie, vous savez, parfois vous passez une période là, c'est comme tout est sombre. Les défis s'accumulent, ça finit plus d'en finir au niveau social, humain, émotionnel, financier, professionnel. Boum, on est un petit peu pris, on se sent un petit peu bloqué de partout. Puis je me rappelle, un beau matin, mon mental n'arrêtait pas de me harceler avec tous ces défis. Puis là, j'ai dit stop. J'ai dit ça suffit. Et j'ai pris mon téléphone et je me suis filmée pour garder un témoignage de ça. Et ce que j'ai fait, je me suis bien habillée, bien coiffée, je me suis maquillée légèrement pour me sentir déjà vraiment bien extérieurement. Et ensuite, j'ai décidé de dire, je rends grâce par ce que j'ai maintenant, ma santé, les personnes autour de moi, le travail et tout ce qui va venir au cours de cette journée. J'ai fait ça et ça m'a pris à peu près 2-3 semaines pour commencer à trouver des solutions à mes problèmes étape par étape. Donc, je peux vous dire que ça fonctionne, il suffit d'y croire. Oui, c'est ça. Puis aussi, c'est la gratitude pour être là, pour être en vie. Puis aussi parce que la vie, c'est précieux. Et justement, c'est une façon de rendre grâce à la vie que l'on a, le toit, les gens, etc. Même si on a des défis, ce sont des leçons de vie qu'on reçoit à tous les jours. Exactement. Marie-Monique, est-ce qu'il y a des pratiques particulières? Je sais qu'il y a des éléments parfois qui peuvent nous aider dans notre vie, comme les 4 accords Toltec ou l'Ho'oponopono. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire là-dessus? Ben, c'est ça, comme les pratiques du pardon que j'ai regardé aussi. J'ai participé à des cercles de pardon également. J'avoue que c'est extraordinaire. Ça permet justement de s'enlever des rancunes,
se libérer et de se réconcilier. Parce que des fois, quand on parle de pardon, il y a des personnes qui vont dire, ah, mais non, moi, je ne vais pas pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal. Mais on oublie l'autre dimension, c'est-à-dire la dimension de se pardonner à soi. Des fois, on a une réaction par rapport à quelque chose et on s'en veut tellement, on reste pris dans cette énergie et que cette énergie nous amène à un gros blocage et on n'arrive pas à s'en sortir. Alors, c'est ça, c'est cet aspect du pardon que j'aime beaucoup, de se dire, bon, peut-être que j'ai pas réagi de la façon que j'aurais aimé réagir, mais c'est de se pardonner et de se dégager de cette situation. C'est comme on devient enchaîné par des problèmes qui ont été créés par d'autres personnes et que ce n'est pas notre faute. Alors, c'est vraiment ça que j'aime avec cet aspect du pardon. Excellent. Donc, ça amène un petit peu à une espèce de reconnexion, temps de connexion avec soi. Des personnes vont vouloir, il y a des personnes qui vont peut-être dire, oh, mais il y a telle chose qui s'est passée, je veux plus en parler. Mais tu veux plus en parler, mais le blocage reste là. Le blocage reste là. Et c'est ça, ça mine tout. Des fois, on ne sait pas pourquoi. Oh, je me sens pas bien, oh, je pleure devant telle situation. Mais c'est que le blocage est là. Et c'est justement d'enlever le blocage. C'est comme d'enlever cette chaîne. C'est un ancrage négatif. Et le fait de prendre conscience que ça nous fait du tort et qu'on l'a décidé de s'en sortir et de l'enlever, alors on va être léger et on va être en mesure de mieux avancer. Ça introduit aussi la notion de où est-ce qu'on va trouver les possibilités de parler, d'échanger, d'avoir du soutien dans nos défis. Peux-tu nous en dire un peu plus? Pour avoir du soutien, il y a des personnes qui vont regarder du côté d'un cercle de parole ou un endroit où ça peut être bienveillant. Ça peut être, vous trouvez quelqu'un en qui vous avez confiance aussi, qui ne va pas vous juger et qui va accepter que vous vous livrez, qui va vous écouter. Parce que l'être humain, on a besoin d'être vu, entendu et compris. Quand on libère la parole est liée à nos émotions, donc les émotions engrammées et qui bloquent un petit peu notre structure mentale sont libérées parce que c'est comme mettre de la lumière sur une ombre quand on parle. Naturellement, il faut parler avec sagesse et savoir aussi pouvoir libérer certaines colères avant de parler, sinon ça envenime la situation. Donc, est-ce que ça introduit aussi le fait qu'on doit rester positif? Tout à fait, Magali. Rester positif, ça ne veut pas dire qu'on joue à l'autruche. Rester positif aussi, c'est bon pour soi. Des fois, j'entends les gens, ou même moi avant, si je faisais ce genre de choses. Par exemple, si j'avais fait une gaffe, et là, je me disais, oh, comme tu es bête. Alors, le fait de me dire, comme tu es bête, je parle mal à moi-même pour quelque chose de tellement futile. J'ai échappé quelque chose. Oh, comme tu es stupide, tu es gauche. Il faut faire attention à comment on se parle à soi. Et ce genre d'erreur, on peut se dire, ah, c'est ok, j'ai fait une petite gaffe, alors je corrige. Et non pas de se dire, oh, comme tu es bête. Oui, et on se parlait comme si on était devant un ami bienveillant, un ami. Comment est-ce qu'on parle à son ami? On va bien parler à son ami. Alors pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se parler de la même façon? C'est ça qu'il faut, que je trouve intéressant, c'est de penser à soi, de se parler de façon bienveillante, comme si on était notre meilleur ami. Non, mais je comprends tout à fait. Et ce langage intérieur négatif dont tu parles, souvent on le maintient et il est maintenu de façon inconsciente. On se rend même plus compte. La petite machine à autocritique part très rapidement et la déconstruire demande un travail de pleine conscience. Est-ce qu'on pourrait relier ça à une sorte de reconnexion à soi-même, à ses sens, à travers peut-être la nature ou l'environnement qui est autour de nous? Oui, tout à fait. C'est une reconnexion qui va nous permettre justement d'aller corriger ou déprogrammer, si je peux me permettre ce genre de choses, et d'aller vers aussi une intériorité.
Ça peut être des gens pourront vous dire, mais ça c'est la foi, cultiver la foi, ça peut être la foi en la vie, mais c'est aussi le lien qui nous retient, qui nous lie plutôt avec le monde du vivant et la nature, bien sûr. Oui, je rebondis un petit peu sur ce monde du vivant, que ce soit des rituels, travailler dans un jardin, que ce soit sentir des fleurs, aller quelque part dans une petite ferme, cueillir des fleurs, se créer des bouquets, ou bien d'autres rituels. Puis je sais que toi, tu as beaucoup d'éléments là-dessus. Un bon rituel pour se connecter à la nature, par exemple, vous pouvez marcher pieds nus. C'est quand la dernière fois vous avez fait ça, même durant l'été? Je vous encourage à le faire. Enlevez vos chaussures, marchez pieds nus sur l'herbe, sur la terre. Touchez à un arbre. Tu sais, Magali, quand j'avais quelques problèmes, je me suis connectée à un arbre. Je suis allée l'enlacer, je lui ai parlé. Et, et les choses que j'ai demandées se sont produites. Ben, c'est ça, c'est une force, c'est une énergie vitale. On oublie, c'est vivant, un arbre, c'est vivant. Et c'est de faire ce genre de choses. Il y a un autre élément de la nature que j'ai remarqué que les gens n'aiment pas trop quand il pleut. Souvent, j'entends des commentaires. Ah, il pleut, le temps est mauvais. C'est maussade. Alors que, mais aller marcher sous la pluie, moi, c'est ce que je dis. Moi, j'ai plein d'imperméables. Je mets mon imperméable et là, je sors. Il n'y a pas beaucoup de monde. Mais par contre, oh, la sensation, la relation, en fait, ce que je ressens quand je marche sous la pluie, c'est extraordinaire. Et, Je vous encourage à l'essayer. Et je me permets de rebondir sur cette pluie, Marie-Monique, parce que cet été, j'ai dû faire la danse de la pluie, la danse de la joie. J'étais sous une pluie torrentielle. Comme tu le sais, comme beaucoup de personnes l'ont vécu, on a eu une sécheresse incroyable. Il semblerait certains de nos voisins, qui sont des anciens agriculteurs installés dans la région depuis 50 ans, nous ont dit en 50 ans, ils n'avaient jamais vu ça. C'est au point où, tu sais, nous ne sommes pas raccordés au réseau de la ville. Donc, les puits souterrains, certains étaient à sec. Il n'y avait pas assez d'eau pour aller dans les maisons. Donc, les gens ont dû se faire livrer de l'eau. Donc, je peux vous dire, quand il n'y a pas de pluie, nous, on le sait, ça a des impacts. Alors maintenant, la pluie est devenue un moment de joie pour nous. Et je vous encourage tout simplement à dire, ben, je profite de ce moment-là pour ralentir, pour me détendre, méditer un peu, ou tout simplement apprécier la beauté de la pluie qui tombe. Donc voilà ce que j'ai à dire, mais je te laisse continuer. Hein. Mais c'est ça, on voit les parallèles entre la ville et la campagne. En effet, les gens, ce qui est bien pour... Les gens vont dire, oh, j'ai trop de pluie, et puis de ton côté, c'est une bénédiction. Alors, tout est relatif. Alors, moi, c'est d'apprivoiser la pluie, apprivoiser les saisons et d'apprécier. Ils ont de la beauté, il y a de la beauté dans chacune des saisons. C'est de l'apprécier, de le découvrir si ce n'est pas fait. Il y a des gens aussi qui vont se permettre justement, quand on voit peut-être le temps pour vous semble maussade, mais c'est d'y aller avec un petit peu plus de création intuitive, un petit peu de dessin, de l'écriture, pour vous faire ça sans jugement, sans dire, ah, mais je suis pas ci, oh, je suis pas ça. Non, faites-le simplement pour justement, c'est une façon de vous connecter à votre force, parce que la créativité, c'est une force qui est très, très puissante, et la créativité, on ne peut pas nécessairement la lier à les grands artistes peintres, les grands artisans de ci, de ça. On a chacun en soi cette forme de créativité qui est bénéfique pour nous. Et Marie-Monique, par rapport à cette créativité, connexion à la nature, connexion au sens, la pleine lune est un moment extrêmement important pour nous, puisque nous profitons des pleines lunes pour planter certains végétaux, et nous profitons de la nouvelle lune pour planter d'autres, parce que chacun a un rythme lié à ce satellite de la Terre. Donc, au niveau des rituels de la pleine lune, nouvelle lune, est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire là-dessus? Ah, c'est intéressant, comme tu dis, certaines plantations, il y a une influence. J'ai remarqué, en tout cas pour ma part, la pleine lune, en fait, toutes les phases de la lune sont quand même, elles ont leur force. Et au niveau de ces phases-là, de ces cycles, ce qu'on peut faire, c'est d'en profiter aussi pour
déposer des intentions. Ça peut être des intentions qui nous amènent à nous libérer de certaines charges ou des choses qui nous pèsent. C'est de profiter de ça. Prendre une marche à la pleine lune. Et puis, c'est pas une question de ésotérique ou autre, c'est vraiment, ça fait partie de la nature, je vous encourage. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je vois des pleines lunes, je me sens toujours attirée, je sens toujours qu'il y a comme une force. Il y a quelque chose et je suis attirée et je prends une marche et je ressens, parce que des fois on dit, ah, je ressens les rayons du soleil, mais il y a les rayons, la lune aussi, elle a une force différente et c'est de bénéficier de ce genre de force-là aussi. C'est de Et cette façon que je vois. oui, et tu as totalement raison, parce que tu es en train de parler de ton savoir intuitif, de tes ressentis, et la Lune, tu sais, a un impact sur les marées, sur la planète, mais comme nous, êtres humains, nous sommes composés à plus de 80% d'eau, alors la Lune a un impact aussi sur l'eau intérieure. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont des débordements émotionnels à la pleine Lune. Et donc, parfois, je dis dans mes communications, oups, c'est la pleine lune. Je vais pas trop entamer certains sujets avec certaines personnes parce que l'émotionnel est un petit peu plus sensible. Un autre élément pour revenir aux arbres, à la pleine lune, la sève dans le tronc des arbres circule beaucoup plus puissamment. Et c'est comme s'il y a un cœur qui bat sous l'écorce des arbres, principalement à la pleine lune. Donc tout ce que tu dis à travers tes ressentis, c'est tellement prouvé au niveau des récentes observations scientifiques. Un autre élément me vient à l'idée parce que j'adore marcher en nature, méditer. Quand j'ai des défis, je vais trouver des solutions au sein de la nature. Est-ce que la méditation, tu aurais un élément spécifique à nous ajouter sur une forme de méditation qu'on pourrait utiliser? Ben, la méditation, des fois, les gens vont voir que c'est quelque chose qui est loin d'eux, alors que la méditation, c'est au contraire, c'est très proche de vous. Vous pouvez méditer et en visualisant, par exemple, les éléments de la nature, c'est de voir leur force et qu'est-ce que ces éléments-là apportent. L'eau, ben, comme tu disais, c'est un élément vital qui nous maintient en vie. Sans eau, on n'existerait plus. Le feu, ben, c'est la force du feu, ce que ça nous réchauffe. Et le feu, ça nous amène aussi à nous activer à avancer. La force de l'air, la respiration, et c'est ça une méditation. Alors, vous concentrez sur l'air qui entre par vos narines, qui ressort, il y a plusieurs choses. Tout simple. Vous vous mettez à respirer et à prendre conscience. Quand je dis prendre conscience, c'est vraiment de sentir l'air qui rentre et qui sort, de vous concentrer là-dessus. Et au niveau de la terre, ben la terre, tu le sais, avec le jardin et tout ce que ça produit, qui nous nourrit, la terre tous ces éléments-là sont interconnectés. Alors, nous aussi, on doit y faire attention. Oui, j'aime beaucoup ce que tu dis et je rajouterai au niveau des éléments, tu as dit eau, feu, air, terre, je vais rajouter ce qu'on appelle l'éther ou bien Oui. l'esprit. Ce sont tout simplement nos pensées. Quand vous mettez les cinq ensemble et que vous les équilibrez au niveau de vos actions, je peux vous dire qu'il y a de belles choses qui apparaissent dans votre vie. Et parlant des belles choses qui peuvent apparaître dans notre vie, ça arrive qu'un bon livre, l'écoute d'un bon podcast, ben, peut nous aider. Peux-tu nous parler un petit peu de ces pratiques que je sais notamment que les podcasts sont très écoutés à travers le monde. Peux-tu peut-être nous donner des éléments là-dessus? Ben, c'est ça, au niveau de la lecture, c'est des lectures inspirantes. Par exemple, ça peut être des textes sacrés que vous pouvez lire, qui vous font justement vous connecter à quelque chose qui est un petit peu plus autre que les tourments de la vie. De la poésie, des contes de sagesse. J'adore les contes de sagesse, des sagesses africaines et de différents pays. Oui. On en apprend, hein, on s'ouvre l'esprit, on dit, oh, je vais aller voir qu'est-ce que tel peuple a écrit. Puis on se rend compte qu'au final, ben, c'est un peu les thèmes centraux. Ça revient aussi au respect de justement de ces éléments qu'on vient de parler.
au respect du maintien de système, au respect de la nature, au respect de soi. Et quand on interrelie tous ces éléments et nous-mêmes, mais la connexion se fait mieux. On va s'apaiser et également on va s'aimer mieux et on va mieux aimer les autres. Et notre environnement aussi, ça va être un espace où on vit mieux. Puis tout ce qui vient au-dessus, comme si je fais un rappel de la pyramide, ben, les comportements qu'on va avoir aussi, qui ont une incidence sur l'environnement, les croyances et les valeurs aussi vont avoir une incidence de notre identité, notre spiritualité. Tout ça est lié. Marie-Monique, aurais-tu quelques éléments à rajouter sur les petits rituels quotidiens d'auto-soin qu'on peut se faire rapidement Oui, pour donner aux gens quelques idées? tout à fait. Comme vous savez, j'aime beaucoup tout ce qui est auto-soin qui contribue à notre bien-être. Très simple. Alors voilà, boire un verre d'eau en conscience, c'est-à-dire vous prenez vraiment conscience que vous buvez l'eau et comment est-ce que l'eau passe par tous les organes de votre corps, de votre bouche et que ça vous fait du bien. Vous pouvez aussi ouvrir une fenêtre pour faire circuler l'air, même quand il fait froid. Eh oui, il faut le faire une fois de temps en temps. Ranger un coin symbolique que vous avez choisi, par exemple, ça peut être un bureau, ça peut être un sac. Nous, les femmes, les sacs à main peuvent avoir plein de choses. Ah, Le mien, oh my God, le mien, je l'ai rangé cette semaine. J'ai tout vidé, assise au milieu du salon. Puis je me parlais à haute voix, puis les membres de la famille entendaient, puis j'étais là, oh mon Dieu, j'ai honte, qu'est-ce que j'ai mis? Des ciseaux, des couteaux, des fourchettes. c'est ça. Ah oui, hein, de faire les ménages une étagère, par exemple, aussi. Un petit coin qu'on va choisir de ranger. Allumer une bougie en posant une intention. Alors, c'est tout simple. Puis, tenir un journal, comme ce sont les gens des rituels d'auto-soin que je privilégie. Puis, on le note à chaque jour un petit geste que l'on fait pour soi. Oui, j'aime aussi ce que tu dis, tenir un journal, parce que moi, j'ai commencé à tenir mon premier journal, j'avais 11 ans. Et jusqu'à date, j'ai encore ce qu'on appelle un journal intime, un journal de pensée, un journal de visualisation. Donc, Marie-Monique, je te laisse continuer parce que je pense que tu as quelques questions pour moi. Et toi, Magali, quelles sont les activités que tu as adoptées? Alors, quelles sont les activités que j'ai adoptées pour me faire du bien, pour correspondre un petit peu aux éléments que tu as abordés en lien avec la pyramide dont tu as parlé, la pyramide liée à tes compétences de coach en PNL? Alors, les éléments sont vraiment variés et ressemblent énormément à ce qu'il y a dans la pyramide. La première chose, c'est de veiller au bien-être de mon corps. Compte tenu du fait que nous produisons notre alimentation depuis maintenant 6 ans, et que nous mangeons cette alimentation sur 12 mois, ceci demande énormément de travail physique. Si mon corps n'est pas en santé, bien manger, bien boire, bien dormir, avoir des pensées cohérentes, etc., faire un petit peu de l'exercice, relaxer, se détendre, si mon corps n'est pas en santé, rien ne fonctionne. Ensuite, au niveau de ce qui va être communication avec mon mari, les visiteurs, les personnes à la maison, nos enfants, la communication est extrêmement importante. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Comment? Comment te sens-tu? Puis-je t'aider? Tout ça vraiment est important. Un autre élément, ça va être le partage avec la communauté. Moi, j'adore recevoir, hein, quand il y a du monde autour et puis là, on mange, on goûte, on savoure, on cuisine ensemble, ça fait du bruit, on met un peu de musique, on se détend, mais aussi on parle, on se confie, on a des moments vraiment parfois de recueillement entre femmes, on a des petites pratiques entre nous qui nous aident à nous reconnecter à notre corps de femme et en même temps à utiliser un petit peu les ressources que les autres nous apportent de par leur vécu. Un dernier aspect pour nous, c'est le partage. Nous partageons à travers les réseaux sociaux, à travers les personnes qui viennent nous rendre visite, qui passent du temps chez nous, qui dorment à la maison, qui nous aident à cuisiner. Le partage est extrêmement important. Alors, c'est tous ces éléments-là qui se regroupent
et qui ressemble peut-être à la pyramide de la PNL dont tu nous as parlé. Finalement, que ce soit les éléments qu'on met en place dans sa vie de tous les jours, l'auto-soin, c'est comme prendre un peu soin de son jardin intérieur. Me vois-tu venir, Marie-Monique? Oui, c'est en effet, je te vois très bien venir et puis c'est tout à fait le propos à prendre soin de soi, c'est entretenir ce jardin que des fois on néglige pour toutes sortes de raisons. Justement, juste le fait d'en prendre conscience qu'on le néglige et pas trop tard, on peut prendre soin. C'est comme tu sais, hein, il y a des jours où ça va être plus facile de semer. Ben, il y a d'autres jours où on va devoir arracher les mauvaises herbes, mais chaque geste qui est conscient nourrit la terre de notre être. Je suis vraiment impressionnée, je suis très contente de ce partage et nous allons bientôt aborder la deuxième partie de l'émission parce qu'on va passer un petit peu à des rituels, des jeux, des exercices et tout ça va être guidé par Marie-Monique avec bien sûr mes petites interventions concernant un peu les expériences personnelles que je vis à travers ces rituels, jeux et exercices qu'elle va nous proposer dans quelques instants. Maintenant, nous allons faire une courte pause musicale de détente. Prenez un thé, une tisane, un café, des coussins, installez-vous confortablement et on vous revient dans quelques instants. Élémentaire, le balado qui connecte le bien-être humain à la nature. Nous allons aborder maintenant un petit rituel méditatif que j'appelle le rituel méditatif de novembre pour nettoyer, s'enraciner et renaître. J'ai hâte. Alors, l'intention de ce rituel est de t'inviter à revenir à toi, à te relier à la nature et à ton environnement intérieur. Novembre est une porte entre deux cycles, c'est-à-dire la fin d'une saison et la promesse du renouveau. C'est un moment aussi pour laisser partir ce qui ne te nourrit plus et préparer le sol de ta transformation. Ouh là là, c'est beau tout ça. Première étape, préparer ton espace. Ce qu'il faut faire, c'est de choisir un endroit qui est calme et tamisé. Allume une bougie ou un peu d'encens. Et si possible, garde près de toi un objet naturel. Par exemple, une pierre, ça peut être une feuille d'automne, un bol d'eau ou un peu de terre. Et là, ensuite, tu vas respirer profondément 3 fois. Et à chaque expiration, imagine que tu déposes le poids de ta journée. Encore une fois, respire profondément et à chaque expiration, imagine que tu déposes le poids de ta journée. Et une dernière fois, tu respires et tu expires et imagine que tu déposes le poids de ta journée. Deuxième étape, respiration de nettoyage. Inspire lentement par le nez et visualise une lumière claire qui entre dans ton corps et tu vas expirer par la bouche comme si tu libérais une poussière invisible. Et répète 3 fois en disant intérieurement: j'inspire la clarté, j'expire le désordre. J'inspire la clarté, j'expire le désordre. Tout ça en inspirant lentement par le nez et en visualisant une lumière claire qui entre. Et expirer par la bouche tout ce que tu libères comme poussière invisible. J'inspire la clarté, j'expire le désordre. Troisième étape, visualisation du jardin intérieur. Fermez les yeux et imagine un grand arbre. Et cet arbre, c'est ton être. Vois les racines qui s'enfoncent profondément dans la terre. Et ces racines, elles sont solides. Elles sont ancrées. Elles te nourrissent. Et vois les feuilles qui tombent ou qui sont déjà tombées. Ces feuilles représentent les expériences, les émotions ou les relations
que tu es prête à laisser aller. Et dis-toi intérieurement, je rends à la terre ce qui n'a plus besoin d'être. Je fais confiance au cycle de la vie. Je rends à la terre ce qui n'a plus besoin d'être. Et je fais confiance au cycle de la vie. 4e étape, le nettoyage symbolique. Et si tu le souhaites, tu peux faire un geste très concret, comme par exemple de ranger un objet qui se trouve autour de toi, ou de noter sur un papier ce dont tu veux te libérer. Et après que tu as écrit sur le papier ce dont tu veux te libérer, tu vas le déchirer. Alors déchire le papier. Et ce que tu peux faire aussi, c'est de nettoyer doucement ton espace en étant en conscience. Et à chaque mouvement de nettoyage que tu fais, tu répètes ceci. En nettoyant mon espace, je purifie mon esprit. En allégeant autour de moi, je me recentre en moi. En nettoyant mon espace, je purifie mon esprit. En allégeant autour de moi, je me recentre en moi. Étape suivante, ancrage et gratitude. Alors, tu places ta main sur ton cœur et tu sens ton souffle qui est calme et régulier. Alors, tu ressens aussi ton cœur qui bat. Et là, tu remercies la terre, la nature, ton corps et ton esprit pour leur guidance silencieuse. Et tu peux te dire intérieurement, je m'enracine dans le présent. Je me prépare à renaître. Je m'enracine dans le présent. Je me prépare à renaître. Et la dernière étape, souffle doucement sur ta bougie ou ouvre une fenêtre pour laisser circuler l'air. Ensuite, souris, même légèrement, souris pour apprécier. Car tu viens de nourrir tes racines et d'honorer ton cycle. Et là, j'ai un petit mantra final. Je nettoie, j'allège, je m'enracine. En novembre, je redeviens le sol fertile de ma propre vie. Une dernière fois, je nettoie, j'allège, je m'enracine. En novembre, je redeviens le sol fertile de ma propre vie. J'ai particulièrement aimé ce moment, ta voix très relaxante, très calme, permettait tout simplement de tout de suite amener le sentiment de détente, la sensation de bien-être. Il y a aussi énormément de cohérence dans les mantras et j'ai trouvé que c'est d'une simplicité, mais en même temps, l'énergie qui s'en dégage entraîne une espèce d'allègement. On a juste envie de suivre ce cycle qui nous dit ralentis, nettoie et prépare un petit peu tes racines pour le printemps, pour ce qui va te demander un peu plus d'énergie à l'extérieur. Donc c'est comme si le mois de novembre, tu dirais que peut-être c'est un parallèle. Le mois de novembre serait un petit peu le mois de novembre et l'hiver seraient les mois d'intériorisation où la pensée, la détente, la communication, le nettoyage vont se mettre en place. On laisse tomber l'ancien pour ensuite aller vers l'extériorisation, tout ce qu'on fait, comment on bouge au printemps et à l'été, exactement comme dans la nature. C'est ce que j'ai aimé dans cette pratique que tu viens de nous offrir, Marie-Monique. Puis je te remercie énormément pour ce beau partage. Mais merci. Mais c'est ça, la nature nous offre tellement d'exemples qu'on peut suivre. Oui. On s'en est éloigné. Mais si on observe la nature,
on va savoir quoi faire. Et sur ces belles paroles, Marie-Monique, je vais dire merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés, de nous suivre et on espère vous retrouver le mois prochain pour une nouvelle émission de podcast. Marie-Monique sera là avec moi puisque nous animons ensemble cette émission. Nous espérons que vous l'avez aimée. N'hésitez pas à consulter nos réseaux sociaux, à partager nos émissions si elles vous plaisent. N'hésitez pas à les transmettre à votre entourage, en parler autour de vous. Et on vous dit, prenez soin de vous. À bientôt.